quelques mots et en guise d'introduction. Donc, je suis Sébastien Ferreri, directeur associé chez Finegan, qui est un cabinet de conseil en transformation métiers technologiques et réglementaires. J'y suis en charge de toutes les thématiques autour du digital, des parcours clients et de l'innovation. Ça fait près de 10 ans que j'accompagne nos clients sur leurs problématiques de confiance numérique et en particulier dans le secteur financier. Donc sur la base de ces expériences, nous avons aujourd'hui la conviction que nous allons partager avec vous que les wallets et leurs écosystèmes seront l'aboutissement de toutes les évolutions en matière de confiance numérique, puisqu'ils annoncent la fin des documents justificatifs au profit du partage de données structurées et certifiées sous le contrôle des utilisateurs. Ils constituent donc sans doute l'évolution majeure de tous les parcours clients et collaborateurs et de tous les processus sous-jacents dans les prochaines années. Donc les entreprises aujourd'hui ont 3 ans pour se préparer à l'arrivée de ces nouveaux usages qui sont l'objet de notre table ronde d'aujourd'hui. Donc j'ai le plaisir d'accueillir avec moi pour ces échanges donc Hugo Magna. Bonjour. Bonjour Hugo. Vous avez rejoint la division Industrie et Technologie de l'ANSSI en mars 2020 afin de vous occuper des projets relatifs à l'identité et la confiance numérique, ainsi que des relations avec les acteurs industriels. Dans ce cadre, vous avez été responsable de l'élaboration du référentiel PEVIT de l'ANSSI en 2021, ainsi que du wallet, ainsi que du suivi des travaux techniques et à l'échelle européenne sur le DL Wallet en 2022. Et depuis janvier 2024, vous avez été nommé coordinateur d'orientation industrielle. Vous vous attelez depuis à formaliser donc la politique industrielle de l'ANSSI pour favoriser le développement de solutions numériques de confiance en coordination avec vos partenaires, et qu'ils soient nationaux ou européens. Tout à fait. Pas grand-chose à ajouter. Merci Hugo. Romain Santini. Bonjour. Bonjour. Vous représentez aujourd'hui DocaPost, où vous êtes directeur de programme en charge des offres et partenariats stratégiques sur les sujets identité numérique et IDAS V2. Vous êtes d'ailleurs rattaché au pôle Digital Identity and Services qui porte également l'offre identité numérique de la Poste à destination des fournisseurs de services, ainsi que la plateforme ID 360, qui est l'orchestrateur de vos services autour de l'identité. Bonjour. Et Eric Van Duren, enfin. Bonjour. Bonjour Eric. Vous avez de nombreuses années d'expérience en matière de gouvernance, de risque et de conformité, ainsi que sur tous les sujets liés aux services et écosystèmes de confiance. Vous avez travaillé en effet auprès du secteur public et de plusieurs pays européens et diverses entreprises du secteur privé, sur des thématiques à la fois d'architecture et de sécurité, sur la mise en œuvre du règlement IDAS et sur le portefeuille européen d'identité numérique. Tout à fait. Et j'ai une crise d'identité parce que j'ai un passeport hollandais. Je suis résident depuis toujours en Belgique. J'ai un diplôme français et malheureusement pas un Mobile Driver's License allemand. Donc, je me demande quel wallet je vais utiliser dans le futur. Vous êtes le cas d'usage parfait pour illustrer cet échange. Du coup, ma première question pour vous trois, tout simplement, c'est avant de démarrer sur les usages eux-mêmes, qu'est-ce que c'est que cette EID Wallet ou ce portefeuille européen d'identité numérique? On en a commencé à l'évoquer dans la table ronde précédente, mais du coup, en termes de contexte et plus en détail, peut-être Hugo, de quoi parle-t-on? Peut-être pour redonner du contexte avant d'expliquer ce qu'est cet objet, le wallet, donc ça vient d'une stratégie européenne pilotée par la Commission européenne qui a pour objectif d'ici 2030 de doter plus de 80% des citoyens européens d'une identité numérique. C'est la stratégie qu'elle appelle boussole numérique. Et dans ce cadre-là, elle s'appuie sur un règlement qui existe depuis 2014 qui s'appelle le règlement IDAS, qui porte sur l'identité numérique et les services de confiance. Et ce règlement, il a permis de mettre en place un cadre à l'échelle européenne sur les identités numériques. Il a fait en sorte qu'un certain nombre d'acteurs puissent commencer à se positionner pour faire des identités numériques sur le sol national et les faire reconnaître à l'échelle européenne. On a
un représentant ici, on en a dans la salle aussi qui ont porté des solutions de ce type-là. Et donc le wallet, c'est la vision d'après, c'est-à-dire qu'il y a un cadre qui a été posé à l'échelle européenne, il y a une révision de ce règlement pour faire en sorte qu'il y ait ce portefeuille d'identité numérique. Donc comment ça va se matérialiser concrètement pour l'utilisateur? L'idée c'est que dans une application mobile, a priori, et avec des éléments de sécurité, il puisse s'identifier, s'authentifier en ligne à un certain nombre de services publics et privés, qu'il soit également en mesure de signer électroniquement des documents, avec une valeur probante, c'est-à-dire avec une valeur juridique qui est la même qu'une signature manuscrite. Et il y a aussi tout un aspect qui est assez important, qui est assez nouveau, qui est finalement le partage d'attributs. Parce qu'aujourd'hui, dans un certain nombre de contextes, on est souvent amené à donner sa pièce d'identité ou relever beaucoup d'informations sur sa personne pour accéder à un service. L'exemple que j'ai en tête comme ça, c'est la location d'un appartement. Aujourd'hui, quand vous voulez louer un appartement, vous êtes obligé de donner une pièce d'identité, donner 3 fiches de salaire, etc. Peut-être d'avoir des garants, des cautions. Donc là, l'idée, ça serait de dire, peut-être que demain, on aura un attribut qui précise que vous êtes payé plus qu'un certain montant et qui puisse vous permettre de louer un appartement sans divulguer trop d'attributs. Donc voilà, c'est un peu ça l'idée, et ça se matérialise par un règlement européen et par une obligation des différents États membres d'en délivrer au moins un. Merci Hugo. Peut-être Eric a un complément sur la vision internationale. Vous parliez en introduction d'interopérabilité peut-être. Oui, donc en gros, il y avait déjà une identité numérique en eIDAS V1, mais la problématique c'est que les différents pays ont des systèmes non interopérables. Donc si je veux accéder à des services, par exemple un Français qui travaille en Belgique ou un Belge qui travaille en France, tu peux, en utilisant les eIDAS nodes, faire une authentification cross-border. Néanmoins, quand j'arrive par exemple de la Belgique vers le Hollande, ils vont me demander quel est votre numéro hollandais, parce que, ok, votre nom est Eric Van Zuren, vous êtes né telle date, tel endroit, mais j'ai pas votre numéro sécurité sociale ou autre pour faire la connexion avec vos dossiers cross-border. Donc, on a quelque chose à résoudre à ce niveau-là, parce qu'autrement, les cas d'usage ne vont pas marcher. J'ai une identité, je peux donner mon nom cross-border, mais là, ça s'arrête. Donc, la bonne chose, c'est que le wallet essaye d'avoir quelque chose d'interopérable, mais il y a un souci encore à régler. Comment est-ce qu'on va faire le record matching ou le identity matching cross-border? Merci. Peut-être Romain, pour DocaPost, ça représente quoi ce wallet? Alors, pour nous, qu'est-ce que ça représente? Alors, je ne vais pas paraphraser mes camarades qui ont déjà bien expliqué le concept du wallet. Si on le synthétise dans notre vision, c'est un outil qui va servir à tout pour le citoyen ou le résident européen dans le cadre de ces échanges par voie dématérialisée avec des fournisseurs de services publics ou privés, dans le cadre de ces échanges dans le monde physique aussi, avec de la présentation de QR code ou de la lecture sans contact. On sort de la sphère purement électronique et on peut le voir un peu comme l'aboutissement de ce qu'on avait commencé à construire avec eIDAS V1. Sur la table ronde précédente, le député Latombe a évoqué un eIDAS V3 un jour en voyant le wallet aujourd'hui, eIDAS V2 comme un règlement de transition. C'est sans doute vrai, c'est-à-dire que là, ce qu'on est en train de construire, c'est une espèce d'agrégateur qui ne réinvente pas complètement la roue, qui s'appuie sur des briques qu'on avait dans la première version du règlement. L'identité numérique, on l'avait déjà. La signature électronique, on l'avait déjà. Les attestations électroniques d'attributs, on en reparlera, on les avait pas vraiment, mais il y a des concepts proches qui existaient déjà. Et donc là, l'idée, c'est de rassembler tout ça et d'en faire un outil qui sera peut-être pas parfait dans cette première version, mais qui sera une très belle avancée, un très bel accélérateur de dématérialisation dans notre vision, mais de dématérialisation bien faite, sécurisée, et gage de confiance aussi pour le citoyen, puisqu'il y a un enjeu de protection de la vie privée, de divulgation sélective des données sur ce wallet. Et juste pour conclure sur cet objet wallet, ce qui est important pour nous, c'est de voir que on n'est pas sur un objet atomique, individuel, qui existe indépendamment de son écosystème. Le wallet, c'est une pièce centrale, mais on aura l'occasion d'en parler après sans doute. Il interopère avec tout un écosystème de confiance, en amont pour l'alimenter, en aval pour recevoir les données qu'il produit. Et c'est aussi ça, à notre sens, qui fait la valeur ajoutée de ce concept. On reviendra sur cet écosystème en effet. Donc on l'a un peu évoqué dans la table ronde précédente, mais on va le détailler spécifiquement pour le wallet à présent. Donc le wallet, c'est un outil
très enthousiasmant en tout cas, qui semble formidable. Où en est-on de la déclinaison de ce wallet EIDAS? Donc, est-ce qu'on pourrait faire ensemble un rapide tour d'horizon sur les différents sujets connexes, la mise en place de sa version française, les équivalents éventuellement qu'on peut trouver en Europe? On a parlé du cadre d'architecture de référence, on pourrait l'évoquer aussi, des large-scale pilotes, et cet écosystème qui va s'articuler autour des wallets. Peut-être Hugo, pour commencer? Mais déjà, pour donner un petit peu un panorama sur le calendrier, donc ça y est, on commence à avoir les idées d'un peu plus claires de quand est-ce que sera enfin entrer en vigueur le règlement EIDAS V2, parce que c'est un déclencheur quand même pour pas mal de choses. Donc a priori, le texte devrait rentrer en vigueur fin mai de 2024, donc c'est dans très peu de temps maintenant. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Ensuite, il y a quand même beaucoup de choses qui ont déjà eu lieu en parallèle. C'est-à-dire que la Commission européenne, elle s'est appuyée sur un groupe d'experts d'États membres pour préfigurer les travaux techniques et anticiper la mise sur le marché des wallets. Donc il y a ces groupes d'experts se réunissent à l'échelle européenne et sont effectivement à l'origine de travaux sur ce qu'on appelle l'architecture référence framework. C'est un document qui permet d'expliquer les fonctionnalités et ce qu'on va attendre du wallet de manière assez globale. Il n'est pas encore parfait, mais c'est des sujets sur lesquels on avance à l'échelle européenne. Ça, c'est un premier track qui va continuer. Ça va surtout être le déclencheur de ce qu'on appelle la législation secondaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que le règlement EIDAS, c'est un règlement qui est écrit de manière très très haut niveau. Et donc, il y a un certain nombre d'axes d'exécution. Alors, je ne suis pas juriste, mais je vais me permettre un parallèle avec les décrets en France. On a un petit peu aussi ce principe dans le droit français. On va venir préciser une loi via des décrets d'application. Et bien là, c'est un peu la même idée. On a un règlement européen qui est assez haut niveau et on va venir préciser un certain nombre de sujets via des axes d'exécution qui devront être pris à T plus 6 mois après l'entrée en vigueur du règlement. Donc ça va arriver a priori d'ici la fin de l'année. Ça permettra à l'ensemble de l'écosystème qui souhaite se positionner et dont on va reparler, dont Romain parlait, d'avoir un peu plus de visibilité sur ce qui va être attendu en termes de construction. Et pour parler un petit peu des projets en tant que tels sur le sol français, donc ça se matérialise par en fait, la Commission européenne, au-delà de ses travaux techniques, elle a lancé 2 autres sujets. Elle a lancé une implémentation de référence pour commencer à construire quelque chose, et elle a lancé aussi ce qu'on appelle les large-scale pilots, qui sont des cas d'usage, qui sont des projets financés à l'échelle européenne pour tester des cas d'usage transfrontalier, et la France s'est positionnée elle porte un des projets avec un certain nombre d'États membres. C'est le programme, France Titres, l'Agence nationale des titres sécurisés qui porte ce projet pour l'État français. Nous, l'ANSSI, on peut pas vraiment parler leur nom sur ce sujet-là, mais voilà, on apporte notre expertise technique pour les accompagner dans ce cadre-là. Merci. D'ailleurs, Romain Docapost participe au large pilot potential. Un mot là-dessus, peut-être? Oui, bien sûr. À la fois sur le cadre d'architecture technique de référence qui a été évoqué sur l'ARF, où ce qu'on observe aujourd'hui, c'est une volonté, en tout cas un principe de transparence de la Commission européenne qui, petit à petit, met à disposition des éléments techniques pour que le secteur industriel puisse se l'approprier. Donc, ce qui est accueilli favorablement. Après, on est toujours preneur de plus d'informations, des mises à jour plus régulières de ces documents, mais en tout cas, il y a un véritable effort d'accompagner la proposition législative avec un cadre technique qui permette de commencer à se projeter. Et c'est un peu ce qu'on observe aussi via les large-scale pilots ou projects, j'ai un doute, et notamment Potential, dans lequel on agit au service de l'agence France Titres, de la NTS, pour les accompagner, ainsi que tous les acteurs impliqués. Donc aujourd'hui, c'est une vingtaine d'États, 140 partenaires industriels, sur l'identification des futurs cas d'usage pertinents, sur la réflexion sur les principes d'interopérabilité, les briques techniques dont on a besoin, les concepts un peu sous-jacents au wallet dont on va avoir besoin pour que tout ça fonctionne à l'échelle européenne. Et avec des aspects concrets qui vont venir petit à petit, des tests d'interopérabilité entre des vraies briques techniques existantes qui se développent chez l'ensemble des acteurs industriels et au sein de l'État. Après, ce qu'on voit des LSP à ce stade, c'est aussi à la fois toutes les difficultés et toute l'ambition du wallet EIDAS, du programme porté par EIDAS V2. Là, on est à peu près à un petit peu moins de la moitié des temps qu'on a sur les LSP. Donc on a déjà fait beaucoup et puis tout reste à construire pour atteindre l'objectif final. Oui, et du coup, au-delà du wallet, on avait évoqué l'écosystème de confiance. Donc Docapost voit un enjeu à disposer de cet écosystème de confiance.
Ouais. Alors là, pour rebondir effectivement sur ce que j'avais commencé à évoquer tout à l'heure. Donc on a cet objet wallet qui est au centre du jeu. Maintenant, tout autour du wallet, on va avoir des entités en interaction. On a ces fameux fournisseurs de justificatifs, d'attestation électronique d'attributs, qui vont pousser des données dans le wallet. Hugo évoquait tout à l'heure des justificatifs de revenus, on peut penser à des justificatifs de domicile, à des attestations médicales, à tout ce qu'on peut imaginer. La question, c'est est-ce que ces justificatifs sont donnés à la bonne personne et surtout, est-ce qu'ils sont donnés à raison ? Est-ce que, quand je prétends avoir tel diplôme, l'entité qui délivre le justificatif a bien vérifié auprès de l'université, de l'école d'ingénieur, de la faculté, que j'avais ce diplôme ? Quand je prétends avoir tel niveau de revenu, est-ce que ça a été vérifié de manière fiable ? Et là, il y a des acteurs spécifiques qui sont prévus par le règlement IDAS, qui sont des prestataires de services de confiance, potentiellement qualifiables par l'État, qui seront audités, qui pourront justifier qu'effectivement, ils apportent le niveau de confiance nécessaire pour attester de ces justificatifs. Et on va plus loin sur ce concept du wallet, on entre sur le terrain de la confiance envers les accepteurs du wallet. C'est-à-dire que le règlement IDAS prévoit qu'on enregistre tous les accepteurs du wallet, que ce soit notamment des entreprises petites ou grandes, afin qu'ils déclarent pourquoi ils souhaitent s'appuyer sur le wallet et quelles données ils comptent demander, ce qui est aussi une garantie forte pour le citoyen quant aux entités avec lesquelles il est en interaction lorsqu'il utilise son wallet. Et enfin, juste pour finir rapidement, sur ces parties utilisatrices, il y a aussi un enjeu sur lequel il faut qu'on travaille collectivement sur IDAS, c'est comment ces utilisateurs du wallet, en bout de chaîne, vont pouvoir s'assurer que les données qu'ils reçoivent sont valides, vont pouvoir conserver des éléments de preuve. Là, il y a aussi tout un écosystème, tout un système à construire sur le sujet. Eric, encore une fois, si on prend un peu de recul par rapport à ce qui se passe en Europe autour des wallets, ce que vous constatez de vos expériences, ça avance ailleurs qu'en France ? Ça avance, mais si on entend tous les sujets qui ont été évoqués, c'est un chantier gigantesque avec beaucoup de pays, avec d'autres cultures, autre compréhension de sécurité, etc. Donc tout d'abord, si on regarde le texte de la réglementation, c'est un compromis entre tous les pays. Je pense que l'interprétation de la définition du wallet même, je ne suis pas sûr que tous les pays ont exactement la même compréhension. Ok, on a une phrase, ça doit être un wallet certifié avec du personal identification data lié à la personne, etc. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Est-ce que c'est un moyen d'authentification ou c'est un document d'identité régalienne? Je ne sais pas. Verrons, comme Hugo a dit, on va écrire les Implementing Acts ou quand même les 6, 7, 8 premiers Implementing Acts dans les 6 mois à venir. Mais on doit encore faire ça. Deuxièmement, il faut être d'accord sur tous les standards et tous les pays ont leur propre historique. La France a l'identité numérique. En Belgique, tu as tout un système déjà partagé entre le secteur privé et public en utilisant ETSMI en Belgique. En Hollande, vous avez DigiD. Les Allemands, ce week-end, ont mis leur proposition d'architecture sur Internet. Ils ne sont pas compatibles. Donc, il y a encore un gros travail à faire dans les 12 mois à venir pour se mettre d'accord sur les standards. Et, comme vous avez dit dans l'introduction, en temps partiel, je suis professeur de cybersécurité au Solvay Business School à Bruxelles. Et j'attends encore le risk analysis pour voir qu'est-ce que ça veut dire le niveau élevé du wallet. Un high level of assurance. Qu'est-ce que ça veut dire? Le wallet même doit être avec de la technologie souveraine française, peut-être, je ne sais pas. Le software qui tourne sur le téléphone mobile, combien de systèmes on a européens qui tournent sur les mobiles? On peut aller au-delà. Il y a plein de standards dont certains ont été évoqués lors de la réunion précédente qui doivent encore être stabilisés pour être tout à fait compatibles. Mais pour revenir complètement en arrière,
Il faut regarder qu'il n'y a pas encore une compréhension complète, interopérable au niveau des wallets européens. Tous les pays ont leurs propres propositions, mais ok, il y a des travaux en cours pour faire ça. Mais le plus important pour moi, j'aimerais voir que c'est privacy by design, secure by design. Ça veut dire qu'il faut avoir toute une liste de mesures de sécurité qui doivent être en place pour protéger les citoyens. Tout à fait. On va revenir sur les notions que vous avez évoquées de niveau élevé juste après. Maintenant qu'on a posé le cadre ensemble de ce qu'était le wallet et de où on en est, le cœur du sujet, j'aimerais vous demander, pour vous, quels sont les usages qui justement vont permettre de promouvoir cette nouvelle vie sur mobile. Donc peut-être Romain pour commencer. Oui, merci. Alors déjà, je disais tout à l'heure que le wallet en fait s'appuie sur beaucoup de choses qui existaient déjà dans IDAS V1 ou reprend des concepts qui existent aujourd'hui déjà au sein des États, chez des fournisseurs de services publics ou privés. Donc là, un premier bout de réponse très simple, c'est de regarder ce qu'on a déjà. On a typiquement en France, depuis plusieurs années, une identité numérique avec l'identité numérique de la Poste. On a France Identité qui bientôt va arriver, ainsi qu'Iris qui a été cité ce matin. Donc on a déjà l'usage identité numérique, qui est l'usage le plus simple du wallet, mais qui est un usage important, qui est un peu le socle de la confiance dans des échanges par voie dématérialisée. Et après, alors là j'ai regardé ce qu'on a comme solution chez nous, c'était le plus simple pour moi, mais on a un peu des précurseurs de ce que pourraient être des cas d'usage du wallet demain. On a l'application Je prouve mon âge, dont on a parlé récemment, qui permet de sécuriser l'accès uniquement des majeurs du coup et non pas des mineurs au site réservé aux adultes, qui vise à répondre à un vrai sujet de société et qui s'approche du concept du wallet dans l'esprit de la transmission du minimum, du jeu minimum de données pour répondre aux besoins. C'est-à-dire qu'on envoie une preuve de majorité, on n'envoie rien d'autre, on ne sait pas qui l'envoie, et la solution est conçue pour qu'on ne sache pas qui l'envoie. Quand je regardais un peu aussi ce que j'ai vu chez DocaPost, on a un coffre-fort numérique Digipost, donc qui est opéré par DocaPost pour la Poste, qui permet aujourd'hui de gérer des bulletins de paye, entre autres, et qui est un peu un précurseur d'espace de stockage où on a ces informations qui sont utiles, qui servent comme justificatives dans un certain nombre d'entrées en relation avec différents fournisseurs de services. Maintenant, aujourd'hui, ça, c'est des briques qui ne sont pas ce que sera le wallet demain. L'idée du wallet, c'est d'aller plus loin que ça. Et typiquement, sur ces documents justificatifs, de passer d'un bulletin de paie où on a plein d'informations qui ne regardent pas du tout la personne à qui on a envie de transmettre son justificatif de revenus. Donc, de passer de ça à des données structurées, interopérables, sécurisées. Et là, on n'a pas vraiment de limite en fait sur ce que permettra de faire le wallet. On peut l'imaginer pour tout type de justificatif, dans tout domaine, que ce soit dans le monde de la personne physique ou dans le monde de la personne morale. Et quand on regarde déjà aujourd'hui tous les échanges qui existent entre différentes plateformes, organisations professionnelles, professions réglementées, État, secteur privé, il y a vraiment un terrain de jeu immense en termes d'usage. Il y a évidemment l'usage de signature électronique, là aussi c'est pas nouveau. Il y a un écosystème assez mature sur le sujet en France, mais qui peine à se développer sur des hauts niveaux de sécurité par manque d'identité numérique. Et le wallet va permettre de faire la jonction entre tout ça. Et si j'étends un tout petit peu la question au-delà du wallet IDAS, ce qu'on voit de très intéressant aussi, c'est qu'en fait on a un wallet IDAS alors, qui répond à un cahier des charges extrêmement précis, mais qui pose des interfaces qui vont être standardisées, qui vont être harmonisées, qui va acculturer un certain nombre d'acteurs à savoir communiquer avec un wallet. Et pour nous, ça ouvre la voie potentiellement à des usages autres, complémentaires, du wallet d'entreprise, du wallet de société, du wallet sectoriel, où l'idée c'est pas forcément d'avoir son wallet personne physique avec mon identité physique de citoyen à titre personnel, mais potentiellement un wallet d'entreprise qui me permet de gérer du contrôle d'accès physique, logique, un certain nombre de systèmes, qui me permet d'accéder à des réductions pour mon CE. Donc ça ouvre un terrain de jeu encore complémentaire pour des services à destination du privé sur un marché concurrentiel, mais qui s'inscrivent dans le cadre technique posé par le wallet européen. Merci. Eric, vous avez déjà évoqué votre situation atypique qui vous ouvre tout plein de bonnes idées pour des cas d'usage du wallet. Vous en avez peut-être d'autres qui vous viennent en complément. Puis en préparation, vous aviez aussi évoqué quelques
quelques idées d'usage qui n'étaient pas forcément favorables dans le wallet, avec des limites et des cas de contournement qui me semblaient intéressants qu'on évoque maintenant. Tout d'abord, je pense que le EUDI Wallet, c'est un rêve fantastique qui nous permet de voyager partout en Europe pour, comme les use cases qui sont testés dans Potential ou dans Digital Credentials for Europe ou dans le European Wallet Consortium ou dans le Nobit Consortium. Donc il y a 4 consortiums qui font des tests. Qui sont dans le monde public, service public et service privé. Mais quand on regarde les cas d'usage, comme on voit que 90% pardon, je suis belge, je dis 90% au lieu de 90%. Il y a plein d'usages qui sont locaux, nationaux. Il y a encore peu d'usages cross-border. Néanmoins, il y a de plus en plus de personnes physiques, mais aussi des entreprises, certainement des entreprises, mais de plus en plus de personnes physiques qui traversent les frontières. Et dans ce cas, j'habite par exemple en Belgique, mais je travaille en France, donc je dois avoir un lien avec la sécurité sociale en France. Je dois peut-être avoir un compte bancaire en France et un compte bancaire en Belgique. Quand je prends mes vacances en Espagne, je veux peut-être louer une voiture ou une bicyclette, etc. À la fin, le wallet va rendre ceci possible de façon beaucoup plus sécure que ça se fait maintenant, parce que dans le monde papier, on peut frauder énormément. Néanmoins, quand je regarde où est-ce qu'on l'utilise le plus, dans le monde des personnes physiques, je dirais, c'est ou bien parce que j'ai besoin d'un service public cross-border parce que je suis malade pendant mes vacances ou je travaille cross-border, où je dois faire des paiements cross-border, où je veux ouvrir un compte bancaire cross-border, des choses comme ça. Mais aussi dans le monde des voyages. Par exemple, si je prends vers le futur un avion Air France pour aller je ne sais pas où, il y a peut-être le contexte du Digital Travel Credential qui vient dans toute cette problématique. Mais comme je viens de dire, il n'y a pas seulement une rêve, mais avec une rêve viennent beaucoup de responsabilités. Donc je me demande au même temps, mais c'est peut-être pour un jeu par après, comment on peut utiliser le wallet de façon criminelle pour avoir accès à ton bon compte bancaire, ouvrir un compte sous le nom d'une autre personne, entrer dans un avion sous le nom d'une autre personne, etc. Ce wallet, si on va vraiment supporter tous ces cas d'usage, doit vraiment être sécure. Autrement, on a des grands problèmes. Du coup, Hugo, forcément, ça vous évoque des choses côté ANSSI Oui, parce que bon, je pense que l'ANSSI, ça doit être connu au sein du FIC, mais voilà, c'est l'agence de cybersécurité française, donc on se pose un certain nombre de questions, bien évidemment, sur les sujets de sécurité. On apporte nos expertises là-dessus. Peut-être qu'avant de rentrer sur la partie sécurité du wallet, qui est un vrai sujet, je souhaiterais rebondir à ce qu'ont dit mes collègues avant. Il y a un vrai sujet de transformation numérique qu'on n'évoque pas assez souvent, en fait. Eric en parlait, c'est déjà très compliqué. Demain, si je vais voir une mairie avec un credential présenté sous un certain protocole, c'est pas certain qu'aujourd'hui en France elle l'accepte. Elle va me dire, mais faites-moi un papier PDF, pas forcément signé électroniquement, d'ailleurs je m'en moque, mais j'ai besoin de ça pour pouvoir vous donner tel ou tel service. Donc il y a un vrai sujet déjà pour chaque État membre de transformation numérique de la partie utilisatrice qui va devoir reconnaître ce qu'on est capable de lui donner avec le wallet, et ça c'est un vrai sujet pour chaque État membre dans le déploiement de cet outil-là, et au même titre que forcément c'est un sujet pour chaque État membre. Une fois qu'on a dit ça, c'est aussi un sujet à l'échelle européenne, parce qu'il faut que je m'assure que
quelque chose que je suis capable de présenter sur le sol français, je devrais être capable de le présenter à l'échelle européenne via les mêmes protocoles, via la même sécurité, etc. Donc c'est un vrai sujet de transformation numérique. Et là-dessus, on a une échelle de temps qui est très très courte, que nous impose l'Europe pour faire tout ça. Et il y a des aspects sécurité à prendre en compte, donc c'est vrai que ça fait peser... Voilà, il y a beaucoup de questions qui se posent sur la capacité à mettre en œuvre tout ça avec les conditions de sécurité qui vont bien, parce que on va rentrer un peu dans le détail technique, mais un sujet comme ça qui est centré sur l'utilisateur, sur lequel on veut lui redonner à la main son identité, qui donne son consentement pour partager un certain nombre d'attributs, etc. Pour qu'il y ait une adoption, au-delà de cet aspect de transformation numérique, parce que pour qu'il y ait adoption, il faut que la partie utilisatrice soit capable de reconnaître ce que je lui présente, sinon ça servira à rien. Mais il y a un vrai sujet de sécurité, parce que si le citoyen, on lui dit que le wallet il est élevé, mais qu'est-ce que ça veut dire derrière? Il faut vraiment qu'on soit en capacité, dans les travaux à venir à l'échelle européenne, de clarifier ce que c'est ce niveau élevé, qu'est-ce que ça implique d'un point de vue exigence, et de s'assurer que ce qui sera ensuite sur le marché sera effectivement sécure pour favoriser l'adoption. Donc une fois qu'on a dit ça, sur la partie sécurité, effectivement le règlement eIDAS nous dit que le wallet il doit être de niveau de garantie élevé. Alors au même titre qu'on n'a pas tous la même interprétation sur la définition du wallet à l'échelle européenne, je vous laisse imaginer qu'à 27 États membres, on ne va pas avoir déjà la même définition de l'élevé, et qu'une fois qu'on a défini de l'élevé, on ne va pas avoir les mêmes exigences de sécurité. Donc il y a beaucoup de discussions qui ont lieu à l'échelle européenne, et je pense que pour revenir à ce que disait Eric, je pense que le nerf de la guerre, c'est de partir sur une analyse de risque en fait. De quoi on veut se protéger, quel est le niveau de l'attaquant auquel on souhaite se protéger, et en tout cas la vision de l'ANSSI là-dessus, elle est claire, c'est que si le niveau de garantie est élevé, on doit se protéger d'un attaquant de potentiel élevé. Donc dans ce cadre-là, il faut qu'on soit en capacité de mettre un certain nombre de mesures de sécurité en face pour pouvoir répondre à ce potentiel d'attaquant. Et là, pour faire le lien avec les usages, il y a une vraie question qui se pose, c'est que il y a certains usages qui vont nécessiter que le wallet il soit effectivement de niveau élevé. Je donne un exemple, mais j'en sais rien. Si demain je dois faire de la procuration de vote avec le wallet, j'espère qu'il sera de niveau élevé, parce que sinon ça peut poser problème. Si je dois utiliser d'un point de vue fonctionnel le même objet pour, j'en sais rien, pour présenter un droit d'aller au cinéma et ma carte abonnement de cinéma, je suis pas certain qu'on ait besoin du même niveau de garantie de sécurité et que ça soit la même sensibilité en termes d'usage. Donc là-dessus, il y a vraiment, à mon avis, vraiment, au-delà de l'analyse de risque qu'on peut faire sur le potentiel d'attaquant, il y a vraiment une analyse à mener sur quels sont les usages, quels sont les futurs usages, parce qu'avec tous ces attributs, il y a plein de nouveaux usages qui vont arriver. C'est un peu le rôle finalement des consortiums à l'échelle européenne, et de dire quelle est la sensibilité de ces usages. Ça sera déjà peut-être pas le même au sein des différents États membres, et qu'on puisse derrière apposer un niveau de sécurité qui soit fonction de l'usage, pour que quand même dans un certain cadre, le wallet il soit ergonomique pour l'utilisateur, sinon il n'y aura pas d'adoption. Du coup, ça pose forcément la question de un peu plus concrètement, c'est quoi ce niveau élevé? Comment il s'intègre? Comment vous allez l'implémenter? Est-ce que pour ce qu'on sait des travaux de France Identité sur cette implémentation au niveau élevé, de quoi on parle concrètement sur le niveau élevé? De quoi on parle? Donc il y a un besoin de valoriser ce niveau élevé, et pour le valoriser, il va y avoir une certification à l'échelle européenne. Donc on est en train de réfléchir à des schémas de certification à l'échelle européenne sur le wallet. Donc ça se fait en lien avec la Commission européenne et bien évidemment l'Agence européenne de cybersécurité, l'ENISA, qui est aussi impliquée dans ces travaux-là. Donc juste pour indiquer là-dessus, ce qui est prévu au titre du règlement, c'est que le wallet devra être certifié au titre d'un schéma de certification européen du CSA. Il y a quelques semaines, il y a eu une mise à jour de ce qu'on appelle la roadmap de l'ENISA et de la Commission européenne sur les schémas qui sont prévus à la construction sur l'échelle européenne, et le wallet en fait partie. Donc c'est une bonne chose, ça veut dire qu'il a été identifié comme sujet et qu'on a la nécessité de construire un schéma à l'échelle européenne là-dessus. Et le problème qu'on a, c'est que la construction de ce type de schéma, ça prend du temps à l'échelle européenne. Donc il y a une période transitoire qui risque d'être un peu longue, où là le jeu, c'est quand même de faire en sorte qu'il y ait un certain nombre de règles harmonisées à l'échelle européenne pour éviter que ça soit entre guillemets la foire et que chaque État membre interprète comme il le souhaite les exigences. Et comment ça va se traduire d'un point de vue sécurité? Pour rentrer dans le détail, on va avoir
des secrets à gérer. Il y a des clés cryptographiques qui vont graviter autour de tout ça. Donc il y a vraiment un vrai sujet de quelle est l'architecture que j'ai en face et quelle est la brique de confiance que j'ai dans cette architecture. Qu'est-ce que je dois pouvoir évaluer? On est dans un environnement mobile. Enfin, nous, côté Annecy, je vous avoue que l'environnement mobile, sans éléments de sécurité associés, c'est quelque chose sur lequel on a toujours été assez frileux parce que pour nous, une application mobile sans l'évaluer ou sans gage de confiance, on a vraiment du mal à se dire que demain, cette appli-là, elle va prendre beaucoup d'attributs de données de l'utilisateur pour les transmettre à une autre partie utilisatrice sans qu'il y ait de sécurité. Donc, en tout cas, le cadre européen nous dit faites un schéma de certification. Je pense que maintenant, notre rôle, c'est de dire quel est l'attaquant, quelle est l'analyse de risque et du coup, quelles sont les exigences et qu'on puisse derrière certifier les solutions qu'apporteront ce niveau d'exigence. Merci. Ce niveau élevé, peut-être, Eric, en réaction, un mot sur des cas d'usage qui, pour vous, vous semblent peut-être dédiés au niveau élevé ou spécifiques par rapport à d'autres ? Donc, tout d'abord, je suis tout à fait d'accord avec Hugo qu'il y a beaucoup de cas d'usage où il n'y a pas besoin d'avoir un niveau élevé. Néanmoins, il y a aussi des gens qui pensent qu'on va mettre tout dans le European Digital Identity Wallet, mais je pense que Air France va garder son propre app. Les banques vont garder leur propre app. On ne va pas mettre tout, j'espère, dans un single point of failure. Pardonnez-moi mon anglais. Mais donc, dans les cas d'usage, comme je dis, j'aime beaucoup la cybersécurité. Donc, regardons des architectures de référence comme des criminels. Les paiements, ça me semble très intéressant parce que dans ce cas, je peux vider votre compte bancaire. Donc, j'espère quand même qu'au moment qu'on fait un propre KYC d'une personne, et je pense qu'il y a une session par après sur KYC et money laundering à suivre. Donc j'espère, si on ouvre un compte bancaire, qu'on a suffisamment de garanties que l'identité de la personne est la bonne personne. Et puisque on utilise le wallet comme véhicule pour passer la preuve d'identité, il doit quand même pas seulement être une émission propre de l'identité, mais ça doit être lié très spécifiquement au wallet, parce que le wallet est le véhicule pour passer l'identité à la banque. Donc, pour moi, là, il y a une vraie nécessité d'avoir un niveau élevé. Deuxième élément, au moment que vous approuvez un paiement, j'espère quand même qu'à ce moment-là, ce n'est pas votre wallet qui est capable, suite à l'installation de malware sur votre Android phone, qui est en train d'activer et approuver des paiements pendant que vous êtes en train de dormir. Donc j'espère quand même que la sécurité du wallet garantit qu'il y a ce qu'on appelle dans la réglementation, pardonnez-moi, je ne lis que la version anglaise, qui est la source de la vérité, je dirais, et pas les traductions. Il y a sole control. Ça veut dire que j'espère que moi, je dois être présent et je donne par exemple mon PIN code pour approuver un paiement et c'est pas quelqu'un remote pendant que je suis en train de dormir. Et troisième exemple, par exemple, quand je prends l'avion dans le contexte de Digital Travel Credential, j'espère quand même que l'identité de la personne est très bien certifiée. Autrement, il y aura pas mal de personnes pas bien validées dans la prochaine fois quand vous prenez l'avion. Très clair. Donc, on comprend bien qu'on aura ce wallet EIDAS régalien avec un niveau de sécurité élevé qui va prendre des formes diverses et variées, mais avec un élément sécurisé, donc sans doute des contraintes d'usage supplémentaires par rapport à un élément physique, par exemple la carte d'identité. Donc ça, ce sera au centre du paysage. Mais donc, est-ce qu'il sera tout seul? Vraisemblablement non. L'administration n'a peut-être pas vocation à embarquer tous les cas d'usage. Est-ce qu'il n'y aurait pas une complémentarité du coup à trouver avec les industriels? Est-ce que c'est comme ça que vous l'anticipez chez Doka? Est-ce que vous le prévoyez en tout cas comme ça, quoi? Alors là, pour répondre en tant qu'industriel sur le sujet, je pense qu'on est avant tout à l'écoute de la stratégie que l'État va définir en matière d'identité numérique. C'est-à-dire que si on revient
au rôle que DocaPost a pris historiquement sur le sujet. On a construit une identité numérique pour la Poste pour répondre à une demande de l'État, pour sécuriser des accès à des services publics, en premier lieu via France Connect Plus. Donc c'est du niveau de garantie substantiel, ça a montré son efficacité pour la réduction de la fraude, pour les comptes formation. Maintenant, ça c'est ce qu'on a fait aujourd'hui, le wallet arrive, il renverse un peu la table de jeu. Donc là, on va être en attente et à l'écoute de l'État et des institutions publiques, nationales et européennes au sens large, à 2 titres. Premier titre, au regard de tous les actes d'exécution, du schéma de certification qui a été évoqué par Hugo, où on a besoin de voir en fait concrètement ce que sera ce niveau élevé. Et notamment, le règlement IDOAS prévoit explicitement d'atteindre le niveau élevé en s'appuyant sur une identité substantielle. C'est un sujet qui n'est pas trivial de comprendre exactement quelle est la marche entre les deux, où là on attend de voir en fait ce qui sortira des réflexions au niveau européen. Et par ailleurs, on est en attente et à l'écoute de la stratégie nationale en matière d'identité numérique, où effectivement on a des usages de différents niveaux de sensibilité, c'est une évidence. On a potentiellement une complémentarité entre une offre portée par l'État, des offres portées par des industriels ou pas. L'idée pour nous, c'est de s'inscrire naturellement en complémentarité de ce que l'État voudra prendre comme position sur ce sujet de l'identité numérique à destination du citoyen et du résident européen. Maintenant, pour répondre quand même un peu à la question sur des sujets sur lesquels on a un peu plus de visibilité, on a évoqué le fait qu'il y aura peut-être des wallets sectoriels pour des cas d'usage spécifiques dans le monde professionnel qui vivront a priori en marge du wallet européen IDAS 2, tout simplement parce que ce ne sera pas les mêmes usages, pas les mêmes fonctions, pas une réponse aux mêmes besoins, où la question du niveau élevé se posera peut-être pas. Parce qu'en fait, le niveau élevé du wallet IDAS, on le conçoit bien, vu qu'il doit servir à tout, par essence, il doit servir à tout, y compris les usages les plus sensibles, et c'est difficile de faire des compromis sur la sécurité pour ça. Quand on est dans un système fermé au sein d'une entreprise, pour de l'accès à des cas d'usage bien délimités, là, l'entreprise sait gérer son risque, et elle saura où mettre le curseur en termes de besoins de sécurité. Donc là-dessus, très clairement, le DocaPost, mais le secteur industriel réfléchit au sujet, il y a sans doute des choses à faire. Merci. Peut-être dernière question rapidement, maintenant qu'on a parlé des cas d'usage. On a une deadline aussi par rapport à l'adoption de l'EID Wallet. Comment on fait pour que tout se passe bien et dans les temps? Ça paraît court quand même, compte tenu de l'enjeu, des ambitions. 3 ans pour l'obligation d'acceptation par les instances réglementées. Comment on fait? Alors, j'imagine que la question elle m'a adressée. Je pense qu'elle pourrait être. Enfin, c'est une bonne question aussi pour la Commission européenne qui doit, je pense aussi, dans ce calendrier très chargé, ça doit pas être simple pour eux à gérer. Donc, c'est très court. Enfin, il faut pas se leurrer. On l'a dit, c'est très court pour construire la législation secondaire, pour mettre en place les projets, pour accélérer la transformation numérique de ceux qui vont l'utiliser, pour assurer la sécurité de tout ça. Pour donner un petit peu ce que nous dit le règlement, c'est qu'a priori, si on fait des calculs, il faudrait qu'on soit prêt d'ici la fin d'année 2026. C'est dans très peu de temps. Donc bon, on va pas commencer à décaler la date tout de suite maintenant. On va essayer de travailler dans cet échelon de temps-là, parce que si on commence à décaler la date de maintenant, on décalera celle d'après. Donc travaillons dans cette échelle de temps. Je pense que par contre, comment pour répondre à la question comment on fait, on a cette contrainte d'échelle de temps qui, pour être très clair, nous permet pas de travailler en toute sérénité toujours. Donc il faut qu'il y ait cette sérénité. Elle est nécessaire. Elle est nécessaire parce que si on ne travaille pas correctement sur la législation secondaire, si on ne définit pas assez précisément chacune des choses, derrière, elle sera malheureusement, elle sera interprétable par les 27 États membres qui, comme on l'a dit à plusieurs reprises en début de séance, auront chacun leur interprétation, et qui dit chacun leur interprétation, dit chacun leur implémentation, et qui dit chacun leur implémentation, dit pas la garantie que ça marchera de manière transfrontalière. Et donc là, on aura perdu un petit peu l'objectif initial. Donc il faut qu'on puisse collaborer ensemble, il faut que... Donc ça se passe à l'instance européenne, c'est géré par la Commission européenne. Il faut qu'on arrive à essayer d'être le plus précis possible sur tous les champs qui sont pas précis aujourd'hui. Il y en a beaucoup. Pour donner de la visibilité à des acteurs, pas que
publics, mais également privés, parce qu'on l'a vu, il y a des acteurs industriels qui sont positionnés sur ces marchés et qui ont des choses aussi à faire et à dire dans ces problématiques-là. Donc, moi, j'ai pas une boule de cristal qui dit comment on fait. Ce que je sais juste, c'est la date à laquelle il faut a priori qu'on soit prêt et qu'il faut essayer d'avancer pour préciser un certain nombre de choses dans ce laps de temps-là, sachant que l'objectif quand même final, si on reprend de la hauteur, c'est qu'en 2030, il y ait 80% des citoyens européens qui aient accès à cette identité numérique. Donc on a un panorama un peu lointain qui nous dit jusqu'à où on doit aller, quoi. Peut-être, Romain, un mot sur ce que DocaPost peut appeler de ses voeux dans le laps de temps qui nous sépare de cette deadline. Ouais. Oui, alors DocaPost est, je pense, aujourd'hui le secteur industriel un peu dans son ensemble, à la fois contribue via les LSP qu'on a évoqués, apporter de l'expertise au service de l'État pour aider à construire ensemble ce beau système avec tous les challenges que ça pose effectivement. J'évoquais tout à l'heure le fait qu'on commençait à rentrer dans le concret, à poser des briques technologiques sur la table, à faire des tests d'interopérabilité. Il y a vraiment des choses qui se passent. On n'est pas uniquement sur des discussions haut niveau sur comment est-ce que tout ça pourrait fonctionner en théorie. Maintenant, si on doit évoquer une attente qu'on peut avoir vis-à-vis des pouvoirs publics, c'est de faire la promotion des usages et des usages au bon niveau de sécurité de Swalet via l'adaptation du cadre réglementaire. On est sur des sujets de sécurisation des transactions électroniques, où parfois on peut opposer, sans doute à tort, des volontés de simplification administrative, de facilitation des usages, avec la sécurisation de ces usages. Et là, c'est tout le rôle des pouvoirs publics que déterminer pour quel usage, qu'il soit public ou parfois privé, pour des sujets réglementés liés au KYC bancaire, on a besoin d'un niveau élevé ou pas, on a besoin d'un niveau substantiel ou pas, on a besoin d'une signature qualifiée, d'un justificatif qualifié. Parce que sinon, ce qu'on risque de voir, ce qu'on voit déjà dans plein de domaines, c'est des acteurs qui, pour plein de raisons, et sans doute plein de bonnes raisons, sous-estiment le risque, prennent les solutions les moins disantes en termes de sécurité, et in fine ne donneront pas la place qui permet au wallet de valoriser toute la démarche de sécurisation, le niveau de garantie élevé, la signature qualifiée, les attestations d'attributs émises par des prestataires de services de confiance qualifiés, tout ce cadre qu'on a créé avec IDAS V2. Merci. Et peut-être un mot, Eric, sur d'autres approches qu'on a pu constater. Je pense à ITSMI qui est parti sur un autre modèle. Il y a des solutions clairement existantes en Europe, notamment par exemple je pense à l'Estonie ou en Belgique, ITSMI, qui ont déjà un certain plateforme qui est à un niveau élevé, qui utilise une certaine technologie. On a par exemple les Polonais qui ont fait déjà quelque chose de très puissant basé sur eIDAS version 1 avec les certificats de eIDAS V1. Mais je pense que tout le monde est en train de courir, ou je ne sais pas comment le dire, pour essayer d'avoir quelque chose qui marche dans les délais qui sont un peu, comment je dois dire, maintenant je vais dire, le français n'est pas ma langue maternelle, donc si je dis des bêtises, excuse-moi, ce sont des deadlines fous. Parce que si on veut avoir quelque chose qui est interopérable avec des standards qui doivent encore stabiliser, quelque chose qui est secure by design, donc tous les protocoles, toutes les implémentations, on doit faire une analyse de risque où il faut regarder si tous les contrôles sont là, etc. Si c'est privacy preserving by design, tout le monde qui a travaillé sur des solutions qui ont des impacts gigantesques savent que ça prend du temps pour le bien faire. Et les impacts sont gigantesques. Accès à votre dossier de santé, accès à vos données au niveau e-prescription, donc les médicaments et le remboursement autour de l'Europe, accès à votre compte bancaire, etc., etc. Le potentiel des cas d'usage, c'est énorme et c'est positif. Soyons clairs, c'est positif. Mais les dangers, si on ne le fait pas correctement, sont énormes.
Et je pense aussi à un framework qui existe au niveau européen. Vous pouvez le chercher sur Internet, le European Interoperability Framework. Pour avoir quelque chose qui est interopérable, secure et privacy by design, il faudra regarder à toutes les couches. La couche législative, est-ce qu'il est là, l'interopérabilité législative? Non, parce que les implementing acts, on est en train de les écrire encore. Deuxième couche, gouvernance. Est-ce que les processus de certification, de supervision des nouveaux services de confiance, est-ce que le breach and incident management est déjà réglé? Non, il faut encore l'écrire. Semantic interoperability. Si moi, j'envoie une attestation belge vers une banque française ou vers une agence de la sécurité sociale en France parce que je travaille cross-border, est-ce que cette interopérabilité au niveau sémantique est déjà là? Non, il faut encore travailler là-dessus. Au niveau protocole, échange de façon standard, que tous les relying parties en Europe savent comment traiter le data qu'ils vont recevoir. Non, on est en train encore d'y travailler. Et à la fin, tout ce qui est au centre du jeu, est-ce qu'on a bien analysé la sécurité du wallet, du software, du secure element qui est là-dedans? Non, on est en train de faire tout ça au même moment. Et il faut le faire, clairement, la rêve est bonne, la valeur ajoutée, c'est énorme si on y arrive, mais les deadlines, ils sont très courtes. Oui, tout à fait. Oui, les enjeux sont colossaux. Les impacts sur les usages, on le voit bien, ça va tout changer hein, concrètement. Les travaux à réaliser pour y arriver, pour mettre en place ce wallet, pour mettre en place tout l'écosystème de confiance autour, les processus de certification, ça va être très lourd. Nous, on voit aussi beaucoup hein, auprès de nos clients l'anticipation qu'il y a par rapport à toute la transformation qui ne va pas être vue, mais qui est sur comment les institutions vont pouvoir vivre demain sans les documents et changer leur processus aussi en parallèle et garder en plus une surcouche pour gérer tous les cas clients de ceux qui ont les wallets, ceux qui ne les ont pas et tout ça bien géré en parallèle. Ça va être une transformation donc de quasiment toute l'économie. C'est passionnant et ça se passe dans les 3 à 10 prochaines années, on dit. Donc merci beaucoup à vous trois. Merci. Je pense qu'on a le temps pour quelques questions. Oui, d'abord un grand merci parce que vous étiez absolument très intéressant et très passionnant et merci de nous avoir fait découvrir toutes ces réalités. Alors, avant de poser ma question, une première action, c'est effectivement, on voit il faut d'abord vendre le projet du wallet avec toutes ses promesses en termes de vie privée, en termes de sécurité, en termes d'adoption, en termes d'interopérabilité. Mais on voit que vous êtes déjà dans la législation secondaire, dans les normes techniques, etc. Et là, on en voit toute la difficulté. Ma question, c'est effectivement, on voit quand même qu'il y a une très forte promesse d'adoption, puisque le projet de la Commission, c'est qu'il y ait 80% des citoyens qui utilisent ce wallet à l'horizon 2030. Et alors, sur quel levier vous allez porter ce wallet? Alors, je pensais, par exemple, il y a des choses comme les attestations d'attributs, la signature à distance. C'est vrai que ça peut être extrêmement pratique pour les citoyens de pouvoir, en 2-3 clics, attester, signer, autoriser, s'authentifier. Est-ce qu'il y a des pistes qui sont plus particulièrement justement identifiées pour porter cette adoption, ou est-ce que c'est encore en développement avec les pilotes? Je peux essayer de donner une vision. C'est pas l'ANSSI qui porte la stratégie de l'identité en France. Hein, c'est plutôt du ressort de d'autres administrations. Mais globalement, effectivement, pour qu'il y ait une adoption, déjà, ce qu'il faut
prendre en considération, c'est que le règlement eIDAS V2 par rapport à eIDAS V1, il nous oblige à fournir un portefeuille. Donc, au moins déjà, ça veut dire que chaque État membre a l'obligation d'en proposer à minima un. L'utilisateur n'a pas l'obligation de l'utiliser, bien évidemment, mais on comprend bien qu'au vu de tous les usages dont on a parlé aujourd'hui, moi, si demain on m'assure que ce sujet-là est effectivement respectueux de ma vie privée et qu'il est sécure, au vu de son usage, je pense que c'est un outil formidable. Ça, il n'y a pas de sujet là-dessus. C'est ce que disait Eric. La finalité est bonne. Je pense que là n'est pas la question. Et pour répondre, Guy, un peu plus précisément, donc comment on favorise l'adoption, je pense qu'il ne faut pas croire qu'on va arriver à couvrir tous les usages d'un seul coup. Et c'est là où il faut que l'administration, en lien avec les acteurs industriels, puisse un peu voir quels sont les usages qui vont favoriser l'adoption de cette chose-là. On voit bien que l'Agence nationale des titres sécurisés porte un sujet assez sur la mobilité. On voit bien qu'ils vont vers ce cadre-là. Il y a des usages bancaires qui seront peut-être pas portés par l'administration et que, comme le disait Eric, qui sont pour autant peut-être intéressants. Enfin, il y a un certain nombre d'usages de notre vie du quotidien qui peuvent être intéressants dans un cadre transfrontalier. Et je pense que c'est un peu l'idée des cas d'usage pilote qu'a lancé la Commission européenne, c'est de dire, mettons-nous autour de la table entre différents États membres, publics, privés, voyons habituellement comment on traitait ces usages dans eIDAS V1, parce qu'il ne faut pas non plus oublier qu'on a quand même un socle existant, c'est important de le rappeler, on n'est pas en train de tout reconstruire, on s'appuie sur un socle qui existe, et de voir sur cette base-là, tiens, si moi aujourd'hui, utilisateur français, si je dois faire un KYC en France, comment ça se passe? Si je dois faire un KYC aux Pays-Bas, comment ça se passe? Et de voir dans le contexte du wallet, comment on permet ça de manière transfrontalière, et pas que pour le secteur bancaire, pour l'ensemble des secteurs. Et je pense que en fait, il faut quelques exemples concrets qui vont permettre de favoriser ensuite l'intérêt et donc l'adoption. Peut-être quelques idées pour ajouter. J'ai eu la chance de pouvoir faire le blueprint du carte d'identité électronique belge en 2000. Et j'étais très impatient. Pourquoi les gens n'utilisent pas? Ça demande un certain temps jusqu'au moment que les gens acceptent des nouveaux éléments qu'ils peuvent utiliser. Mais c'est au moment que certains processus prendraient beaucoup moins de temps que les gens commencent à l'utiliser. Donc, je pense qu'il n'y a pas de magic bullet pour dire tel ou tel cas d'usage. Mais prenons l'exemple, si on va voyager en Europe et on a besoin de médicaments dans une pharmacie en Espagne ou autre, et ça va beaucoup plus vite avec un EUD iVault, on va commencer à l'utiliser. Si on veut louer une voiture ou une bicyclette pendant les vacances en Italie, et ça va beaucoup plus vite, la vérification de l'identité avec le wallet, on va l'utiliser. Si on veut réserver quelque chose cross-border, ou faire ouvrir un nouveau entreprise ou autre, et que toute l'administration va beaucoup plus vite, les gens vont commencer à l'utiliser. Merci beaucoup. D'autres questions? Ouais, peut-être juste pour compléter ce qu'évoquait Hugo sur le fait que tout le monde va avoir un wallet. Ce que prévoit aussi eIDAS V2, c'est qu'un certain nombre d'entités vont devoir accepter le wallet. Ce qui, quelque part, fait de la promotion de l'usage du wallet par la contrainte, c'est-à-dire que le secteur public devra l'accepter, les entreprises privées, à l'exception des petites, qui aujourd'hui font de l'authentification forte, vont devoir l'accepter, et les très grandes plateformes en ligne, donc les GAFAM, mais pas que, du LinkedIn, du TikTok, des gens comme ça, vont devoir l'accepter pour authentifier les utilisateurs. Donc on a tout un écosystème qui quelque part va accepter le portefeuille. Donc je suis citoyen ou résident européen, j'ai mon portefeuille, j'ai quelqu'un qui l'accepte. Je vais quand même être tenté de m'en servir s'il porte des fonctions additionnelles que je ne sais pas gérer autrement. Et après, effectivement, dans le cadre des LSP, on réfléchit sur les cas d'usage. Il y a un certain nombre de leviers. Est-ce que ça réduit la fraude? Oui ou non? Dans un certain nombre de cas, ça va la réduire. Est-ce que ça coûte moins cher? Je ne suis pas spécialiste du monde bancaire, mais un KYC bancaire, ça coûte cher. Ça coûtera peut-être moins cher de s'appuyer sur un portefeuille. Est-ce que c'est bon en termes d'image pour les consommateurs de mon service? Et surtout, et là je rebondis sur ce qu'on évoquait tout à l'heure, est-ce que j'ai l'obligation réglementaire d'utiliser le portefeuille pour tel ou tel usage à tel ou tel niveau? Et ça, ce sera un levier extrêmement important. Oui, bonjour, Stéphane Mouy, LGM Consulting. Peut-être un commentaire pour Eric et une question pour tout le monde. Eric, tu as évoqué la possibilité ou l'intérêt du niveau de garantie élevé pour les paiements. Moi,
très honnêtement, j'en doute beaucoup. D'ailleurs, on évoquera ce sujet-là dans le cadre de la table ronde de cet après-midi, mais le futur règlement ALM qui est en phase de finalisation au niveau européen, lui définit le niveau substantiel comme niveau de et non pas le niveau élevé, comme niveau de référence pour l'entrée en relation dans le secteur bancaire et de façon générale pour l'entrée en relation avec tous les acteurs soumis aux règles de la lutte anti-blanchiment. Bon. Donc, j'ai un petit doute sur le fait qu'il y ait véritablement des usages de paiement en dehors de cas très très spécifiques qui nécessitent véritablement un niveau élevé. Et puis la question c'est, on a pas tellement parlé des services de confiance dans le cadre du règlement IDAS 2. Il y a une modification qui vient d'être faite, qui a été apportée par le règlement, qui est le fait que les services de confiance qualifiés eux-mêmes nécessitent un niveau de vérification d'identité de niveau élevé. Est-ce que vous ne croyez pas que ça va être trop contraignant et qu'on risque en fait de se retrouver dans une situation qu'on a bien connue en France depuis le début des années 2000, qui est qu'on a une réglementation qui prévoit, notamment par exemple en matière de signature électronique, qui prévoyait une signature électronique qualifiée, qui en fait n'a jamais été véritablement développée parce qu'elle était trop contraignante dans ses utilisations les plus courantes. On peut avoir des discussions pendant des heures sur ces sujets-là, mais je dirais qu'il faut éviter qu'on a un race to the bottom, qu'on diminue chaque fois le niveau de sécurité. Si on regarde le monde autour de nous, il ne devient pas de plus en plus tranquille. Par contre, on a des situations géopolitiques qui sont très négatives à l'heure actuelle. Donc je comprends ce que vous dites au niveau AML, etc., mais je trouve quand même qu'il y a un certain danger qu'on met le bar un peu trop bas à un certain moment. Mais ok, c'est un risk acceptance de DG FISMA, European Banking Authority, etc., et les banques même, pour dire si on fait confiance à un tel niveau de garantie de l'identité, au lieu d'avoir un vrai passeport ou une vraie carte d'identité, it's all about risk. Donc il faut prendre ça en compte. Donc le législateur va mettre le bar à un minimum niveau quelque part et on verra combien de cas de fraude on aura suite à ça ou pas. Mais n'oublions non plus que les banques ont des systèmes de détection de fraude qui regarderont ce que l'utilisateur qui vient d'ouvrir un compte bancaire est en train de faire. Donc ils savent compenser pendant que hors du secteur bancaire, il n'y a pas de fraud detection standard. Donc je me demande ce qui va se passer là-bas. Donc c'est un jeu risk management, voir si on peut suffisamment compenser avec des systèmes de fraud management. Au niveau des Qualified Trust Service Providers, je dirais de nouveau, même ça dépend des use cases. Quelle est la perte qu'on peut avoir si on a confiance dans un niveau moindre d'une attestation? Pour certaines attestations, carte de votre librairie, avoir une attestation qualifiée, c'est un peu over the top. Mais pour certains autres cas d'usage, par exemple Digital Travel Credentials ou autres, je demanderais quand même une attestation qui a été émise avec certains niveaux de certitude. Peut-être si je peux essayer aussi de donner un peu une vision et répondre aux deux questions, que ce soit à la fois sur le niveau de sécurité attendu dans le cadre européen relatif au secteur financier, le lien avec le wallet de niveau élevé, et sur la partie service de confiance. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est il y a une logique de qui peut le plus, peut le moins. Donc, de facto, si le wallet il est de niveau élevé, il doit pas répondre à des cas d'usage substantiel. La réponse derrière, c'est est-ce qu'il va être en capacité d'y répondre? Ça va être fonction de l'ergonomie de la solution et de si le secteur financier a un intérêt à l'utiliser ou non. En fait, une fois qu'on a dit que pour le secteur financier, il faut du niveau substantiel, je trouve qu'on n'a pas vraiment répondu à la question. Parce que on voit bien, au même titre qu'on se pose 1000 questions à l'échelle européenne sur ce que c'est un niveau élevé,
une fois qu'on a dit qu'il est substantiel, les mêmes questions se posent. Donc il faut qu'on, enfin, je suis pas en particulier ces sujets-là, mais je pense qu'il y a un vrai sujet de savoir en fait vis-à-vis de quoi on souhaite se protéger et qu'est-ce qu'on met comme solution, exigences techniques en face. Donc là-dessus, enfin pour être clair, nous côté français sur le wallet, on a longtemps défendu, et bon c'est quelque chose qu'on n'a pas obtenu, hein, mais pour être transparent, on a longtemps défendu l'idée d'avoir un portefeuille qui puisse fonctionner avec différents niveaux de garantie et qui puisse, suivant l'usage, venir se mettre sur un niveau et si un usage est très sensible, venir se remettre un niveau de plus élevé. Chose qu'on n'a pas obtenue pour plusieurs raisons. Il y a des divergences au sein des États membres sur cette compréhension et bien évidemment pour l'adoption de l'utilisateur, il y avait une volonté quand même assez forte à l'échelle européenne que ce niveau élevé soit affiché. Donc je pense qu'on verra comment ça va se passer enfin, c'est difficile de dire aujourd'hui si le wallet il va être utilisé par le secteur financier ou non. Ce qui est certain, c'est qu'ils ont l'obligation de l'accepter. Derrière, j'imagine que comme toujours, ils auront aussi d'autres solutions qui s'offrent à eux. On a mentionné la signature électronique, ça en fait partie. Il y a des prestataires de vérification d'identité à distance, ça en fait partie. Enfin voilà, il y a plein de solutions qui s'offrent à eux dans leur KYC et je pense que tant que ces solutions apportent la sécurité nécessaire et qu'elles répondent à un cas d'usage, tant mieux s'il y en a plusieurs. Ça évite le single point of failure, comme précisait Eric tout à l'heure. Et sur la partie service de confiance, pour rentrer un peu dans le détail, c'est un petit peu plus susceptible que ça. Il y a un article 24 qui définit, qui était déjà existant dans le règlement eIDAS V1, qui a été un petit peu mis à jour dans le règlement eIDAS V2, qui précise quelles sont les obligations pour les prestataires de services de confiance pour vérifier l'identité de leurs clients. Effectivement, le wallet est une possibilité. On sait que ça sera le wallet de niveau élevé. Mais je pense que là où il y a un effort important à faire, c'est sur un des points qui dit qu'on va pouvoir utiliser des solutions considérées comme high level of confidence. Alors là, on vient encore de mettre un nouveau nom dans un règlement. C'est pas élevé, c'est high level of confidence. Donc je vous laisse imaginer que ça soulève aussi pas mal de questions. Aujourd'hui, ces questions-là, elles sont traitées dans des instances de standardisation, de normalisation. Il y a l'ETI, il y a le CEN, en particulier là c'est l'ETI sur celui-là, mais où on essaye de se poser ces questions-là pour essayer de clarifier, une fois qu'on a dit high level of confidence, c'est bien beau, mais qu'est-ce que ça implique d'un point de vue technique. Donc les réponses aujourd'hui aux questions on les a pas, le cadre réglementaire on l'a, et c'est les semaines et mois à venir qui vont apporter de la visibilité là-dessus. Une autre question ? Oui, merci pour les explications. J'ai déjà une partie de la réponse à ma question. En fait, c'est concernant la gouvernance des données, la souveraineté. Donc là, vous avez parlé de haut niveau de sécurité et de souveraineté, j'imagine. Est-ce que le Secnum Cloud, ce sera peut-être un des standards, notamment pour se protéger des lois extraterritoriales? Parce que là, aujourd'hui, si on passe par des applications, on nous propose, plutôt on nous impose tout un tas de contraintes. Par exemple, je pense au Certicode Plus, etc. Donc moi, par exemple, je ne l'ai pas activé parce que je ne veux pas me bloquer, me verrouiller dans un écosystème. Si je suis obligé de passer par Google, c'est-à-dire par Android, pour pouvoir accéder à ma banque, ça pose quand même un problème de souveraineté. Et si je dois passer par Apple, c'est pareil. Là, on est sur une extraterritorialité. Oui. Je vais me permettre de commencer à répondre parce que c'est vraiment c'est le nœud de la guerre, ce sujet-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a pour parler un peu de souveraineté, si on prend le cas en France, on a des acteurs industriels qui sont positionnés sur eIDAS V1. On sent bien qu'on a quelque chose d'assez régalien qui est la carte nationale d'identité électronique sur laquelle France Titres s'est appuyé pour créer un moyen d'identification électronique. Donc on a une couche de souveraineté sur ces solutions-là. Il faut qu'on voit comment on les fait converger vers le wallet. La question que ça pose, c'est qu'on sent quand même qu'il y a une volonté de la Commission européenne qu'à terme, l'utilisateur il ait son application mobile seul et qu'il puisse faire un certain nombre de choses. Donc effectivement, ça pose une vraie question de souveraineté parce qu'aujourd'hui, les éléments de sécurité... Enfin, si globalement on veut provisionner des choses dans le téléphone, aujourd'hui, on est assez fortement dépendant des gens qui gèrent Android et iOS, donc Apple et Google. Et donc, il y a une vraie question de savoir, nous, comment États membres, on est en capacité de provisionner de l'applicatif sécurisé au sein de ces instances-là et de ne pas être dépendant de ces acteurs-là. Donc là, c'est un vrai sujet, et c'est pas un sujet, pour le coup, qui est à l'échelle nationale, c'est un sujet qui est de l'ordre de l'européen. Là-dessus, il y a un considérant, nous, qui nous intéresse assez beaucoup côté ANSSI, il y a un considérant qui explique que globalement, on devra s'appuyer sur le téléphone mobile une fois qu'il y a des éléments certifiés dans le téléphone
à bon niveau, et une fois qu'ils sont disponibles. Moi, c'est pas le temps de le certifier à bon niveau qui nous intéresse là, parce qu'on va être en capacité. C'est pas une carte à puce, mais je veux dire, on sait certifier des éléments de sécurité du téléphone. La vraie question, c'est disponible. Disponible, faut l'interpréter. Moi, disponible, je comprends que globalement, je suis pas dépendant de Google ou de Apple pour provisionner quelque chose et de le maintenir et de faire ce que je veux là-dessus. Aujourd'hui, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Il y a un vrai sujet. Là, ça fait le lien avec une autre législation qui est le Digital Market Act, le DMA. Et là, il y a une vraie question de savoir est-ce que, c'est pas une question pour l'ANSSI, mais une vraie question de souveraineté sur la partie téléphonie mobile, c'est à savoir est-ce que l'Europe va être en capacité d'imposer à ces acteurs-là le fait d'avoir un espace sur des sujets d'identité régaliens qui soit à la main du secteur européen. Donc aujourd'hui, pour être honnête, on n'a pas les réponses à ces questions, mais c'est un véritable enjeu et sincèrement, d'un point de vue souveraineté et sécurité, tout l'enjeu il est là. Il est de savoir est-ce que on va être en capacité de forcer la main à ces acteurs-là, chose qu'on n'a pas réussi à faire jusqu'aujourd'hui. Et si c'est le cas, ça sera une réelle réussite. Enfin, faut se le dire. Si on arrive demain à provisionner des applets sécurisés dans les éléments de sécurité des téléphones et qu'on n'est pas dépendant de ces acteurs-là pour les mettre à jour, pour les modifier, pour les supprimer, etc. Je veux dire pas que, là, c'est même pas un sujet d'administration, c'est même pour les acteurs industriels qui veulent provisionner des choses là-dedans, ça sera extrêmement intéressant. Et d'ailleurs, ça sera pas intéressant que dans un contexte wallet. Pour être clair, ça peut être intéressant dans plein d'autres contextes. Donc là, on est sur un sujet plus téléphonie sécurisée et mobile qu'un sujet fondamentalement que d'identité. Et la commission a mis les bases et je trouve que c'est une très bonne chose pour essayer d'aller discuter avec ces acteurs-là. Si l'ANSSI peut valider une version d'Android, c'est vrai que ce serait intéressant. Après, il faut que Google fournisse le code source. On n'a aucune idée de ce qu'ils font avec ça. Il n'y a pas que Pegasus. Il y a le gouvernement américain et compagnie. Je peux que partager. Vraiment, j'ai pas la réponse à cette question aujourd'hui. Ce que je peux juste vous dire, c'est que le cadre européen l'a identifié de manière assez haut niveau en disant qu'on ne le fera pas tant que c'est certifié et disponible. En réalité, sincèrement, il faudrait quelque chose qui vienne préciser qu'est-ce qu'on entend par disponible en fait. Qu'est-ce que ça veut dire. Et là, il y a une vraie question à avoir avec ces acteurs-là c'est là où est tout le sujet. Et peut-être pour compléter sur cet aspect souveraineté, alors pour élargir, s'écarter un peu du wallet et regarder son environnement, on a parlé de ces prestataires qui allaient émettre des justificatifs. Dit comme ça a l'air de rien, mais on va avoir des entités qui vont être autorisées à demander des informations, des confirmations à des registres publics et qui vont émettre des justificatifs de revenus, de domicile, qui vont traiter de la donnée de santé potentiellement, qui vont traiter toutes les données qui se rapportent à votre vie personnelle ou votre vie professionnelle. Et là aussi, un enjeu de souveraineté. Et qui ne sera pas réglé à mon sens par la réglementation. On ne va pas écrire qu'on veut que des acteurs français ou que des acteurs européens sur ça parce qu'on n'a pas le droit d'écrire ça. Sur Sectum Cloud, je suis incapable d'y répondre. Mais il y a un véritable enjeu dont il faut que collectivement le secteur industriel, les pouvoirs publics se saisissent pour faire émerger en Europe, en France, des champions industriels qui sont capables d'opérer ce type de service sur des plateformes opérées à des endroits où on a confiance, avec des gens dans lesquels on a confiance, pour brasser ces données et rendre le service aux citoyens, aux résidents européens, sans qu'on ait de doute, d'inquiétude quant au traitement alternatif ou aux fuites qu'on pourrait avoir au regard de ces données-là. Merci. Je pense qu'on est arrivé au bout de cette table ronde. Les questions pourront être posées après l'échange, je n'en doute pas. Un grand merci à vous trois et puis à très bientôt donc. Merci. Merci.